Ah oui. Oh, bon, je connais. C'est bon. Et voilà comment ça se passe. Et puis là, c'est Je suis très heureux ce soir voilà, d'accueillir Frédéric Vidot qui va venir nous parler de son dernier film, Selon la police, mais pas seulement, qui va venir nous parler aussi, j'espère, voilà, son parcours dans ce grand continent qu'est le cinéma, voilà, d'où il est parti, ce qui est un peu, ce qu'il a fait un peu en tant que cinéaste. Et donc c'est pour ça qu'on va parler du film, mais aussi on va parler aussi voilà, des films qu'on comptait pour toi et de ta cinéphilie, même si c'est un mot que tu n'aimes pas trop. Moi, en fait, tu es un réalisateur que j'ai découvert quand je travaillais au MK de Beaubourg, et j'avais découvert le fils de Jean-Claude Vidot, qui est un film qui m'avait énormément marqué. Puis après, je t'avais suivi un peu de film en film. Il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu 4, mais je guettais toujours assez impatiemment les films qui arrivaient. Dis-moi. De quel cinéma parlais-tu? Le MK de Beaubourg. Le MK de Beaubourg qui le passait dans le cadre de ses matinées et qui a passé très longtemps, le fils de Jean-Claude Vidot. Oui, je me souviens. C'était début des années 2000. C'était en 2001. C'était en 2001. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite mésaventure. Ah. Parce que je me souviens très bien, j'étais allé voir s'il y avait des gens et tout ça. C'est le seul film pour lequel je l'ai fait, enfin, voir. Et il y avait des gens et tout ça. Et puis je rencontre par hasard devant le cinéma un cinéaste que j'aime bien, qui s'appelle David Teboul. Et qui est un grand spécialiste de mode, qui est une de mes... quand je te dis que je fais du cinéma par défaut, c'est pas vrai, c'est pas faux. C'est pas... Donc voilà, je regardais en boucle les chaînes dédiées, enfin bon voilà. Et il avait fait un très très beau film, il en a fait même 2, sur Saint-Laurent. Et voilà, on va boire un verre, tout ça. Il venait de voir le film. Et David me dit, il me parle du film et il me dit, faut que tu fasses attention, je pense que tu vas te mettre toute la communauté à dos. Et je lui dis, et il dit ça avec une forme d'ironie, et je me demandais, mais pourquoi? Et il me dit, tu leur as piqué leur créneau, celui de bonjour papa, je suis homo. D'accord. Et il me dit, en plus, toi, oui, je lui dis, oui, en plus, moi, je fais un coming out inversé, c'est-à-dire que je viens voir mon père, je lui dis, hello, papa, je ne suis pas homo. Voilà. Et on en rigole, on est en train de boire un verre, je te jure que c'est vrai, je sors, et je décide j'étais content, il y avait du monde dans la salle et tout ça, je décide d'aller m'acheter des chaussures rue des Francs-Bourgeois. Et je rentre dans un magasin, et j'essaye de choisir une paire de chaussures, et il y avait un jeune type dont je m'aperçois qu'il m'avait suivi depuis le cinéma, qui était sur le trottoir. Et je repense à la conversation avec David, je dis c'est pas possible. Et pour en avoir le cœur net, je sors, et ce jeune mec m'a insulté comme c'était pas permis, mais d'une force surpuissante sur le thème, c'est quoi ces hétéros qui jouent... Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça s'était vérifié. Ah oui, expérience douloureuse. Le jour même, et c'était à la sortie de ton cinéma. D'accord, voilà. ok. Bah écoute, tout ça est vrai. Hein. Oui, ah non, mais je vois pas pourquoi j'inventerais ça. Je vois pas pourquoi tu as fabulerais. Et évidemment, je sors mon téléphone, j'appelle David et je lui dis, écoute, ça vient d'arriver. Et il éclate de rire au téléphone. Voilà. Mais non, mais je sais pas, moi, dans ce premier film, il y avait déjà quelque chose. En fait, cette discussion, elle a pour but de m'expliquer pourquoi je te suis de film en film. En fait, quel fil ça tire ou quelle corde ça fait résonner chez moi, ou qu'est-ce qui me plaît. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette vibration là, moi, qui me parle particulièrement. Mais peut-être avant de le découvrir, peut-être repartons peut-être de tes jeunes années, peut-être de cinéphile. Tu viens d'Angoulême, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? Alors je pose toujours la question rituelle de savoir quelle est la première image de cinéma que vous avez vue, mais toi c'est quoi ton premier rapport au cinéma? Eh ben, évidemment, comme je savais que tu allais me poser la question, et enfin pour les personnes qui sont là,
C'est la raison qui m'a fait hésiter à venir, parce que j'en ai jamais parlé, que j'ai un rapport assez encombré avec la cinéphilie. Je ne me définis pas moi-même comme un cinéphile, et que je me méfie des cinéphiles patentés. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de si déplaisant là-dedans? Toujours, comme j'ai revu la semaine dernière, enfin moi pour la énième fois, mais j'ai emmené ma fille qui a 15 ans pour la première fois voir La maman et la putain. Et à un moment dans le film, il y a Léo qui dit, voilà, il est épuisé, tout ça. Et il dit, voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut faire, il faut parler avec les mots des autres. Et ben voilà, pour moi, souvent les cinéphiles se sont patentés, ou qui se prétendent tels, parlent avec les mots de ceux qui les ont précédés. Rien n'est plus facile qu'aimer un film que d'autres gens avant vous ont repéré et aimé. Ça me sort par les trous de nez, Manfred. Voilà. Bref, peu importe. Peu importe. Il n'empêche donc je ne me définis pas comme un cinéphile, mais j'en suis un fatalement. J'ai vu des milliers de films, j'en vois des centaines par an, des centaines. En plus, j'ai des problèmes de sommeil, donc c'est hyper facile pour les accumuler. Je vois, je revois. Je parlais avec ton collaborateur tout à l'heure. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps La montagne de Ned Spencer de Delves, et je suis tombé mais sur le cul de ce film. Tu vois, waouh! Parle-nous, parce qu'on en a parlé au téléphone, c'est un film avec Fonda, c'est ça? Avec Henri Fonda et Maureen O'Hara. D'accord. Et pourquoi ce film t'a complètement mis sur le cul? Parce que c'est une histoire de famille, parce que c'est un père qui ne cherche pas à être autre chose qu'un père, sans jouer à être le père, il l'est. Qui est lui-même fils d'un homme qui va mourir dans le film. C'est une histoire de filiation du grand-père jusqu'au petit-fils. C'est une histoire de gens pauvres, de gens qui ne se le disent pas forcément, qui sont fiers et qui portent la mémoire de ceux qui sont venus avant eux, quoi. Voilà. Et moi, je suis né à Angoulême, dans une petite ville de province. Je suis fils d'un ouvrier à la chaîne et d'une femme de ménage. J'aurais jamais dû faire du cinéma. Voilà. Donc fatalement, et très petit, je te l'ai dit au téléphone, j'ai eu une conscience de classe avant d'avoir une conscience de moi. Et donc j'ai voulu témoigner de ceux qui avaient été là avant moi et de ceux qui avaient souffert avant moi. Voilà. Très jeune et très petit en colère. Moi, je suis né en colère. Je suis né en colère. C'est pas, encore une fois, c'est pas une posture. Je suis né en colère. C'est le sentiment que je connais le mieux. Voilà. Et que je dois combattre tout le temps. Parce que ça me fait faire des conneries, parce que ça me coupe des gens, parce que ça me coupe des gens que j'aime, parce que ça me coupe de moi-même. Mais je suis né en colère contre la discrimination sociale, contre ce qu'on appelle aujourd'hui le mépris de classe, contre voilà, tout ça. Je voyais un extrait de Variété française et je voyais qu'il y avait du rugby dedans. Et quand on a échangé au téléphone, tu m'as appris que tu avais été un joueur de rugby, ce que j'imaginais, mais que j'étais à milieu d'imaginer, quoi, vraiment. Oui, c'est ça. Et pas à n'importe quel poste, un poste où il faut de la niaque, il faut de la colère, faut être un peu. D'abord, j'ai été repéré dans le lycée où je venais d'arriver et j'avais pu accéder à ce lycée qui était un lycée d'excellence grâce à mon prof de collège communiste qui avait fait les dossiers pour que je puisse arriver à ce lycée. Donc voilà. Et arrivé dans ce lycée, je me rends compte que tous les garçons de seconde ont le même prof de gym qui était le manager des sport-études. Et en fait, ce gars-là, c'est une toute jeune sport-études. Il faisait son marché dans les postes qui lui manquaient et il recrutait des mecs. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau et il avait mon dossier sous les yeux, mon dossier scolaire et mon dossier disciplinaire. Et il me dit, tu as des problèmes de discipline, toi? Ouais. Je peux arranger ça. Tu cours vite. Et c'est lui qui m'a appris que je courais vite. C'était un ancien avant, donc un master. Il avait un certain mépris à l'égard des arrières. Il appelait ça les bibelots. Et il dit, cette année, il me manque des bibelots. Donc toi,
On dit pas courir vite, on dit être en canne ou avoir des cannes. Être en canne. T'as des cannes. T'as des cannes. Ah bon, ah bon. Et il me dit, si tu viens dans mes équipes, ton problème disciplinaire, je m'en occupe à condition que tu ne franchisses pas la borne, mais tous les trucs. Je m'en prenais au prof. Dès qu'en classe, il y avait un prof qui avait une remarque, je repérais à l'instant où ça arrivait cette espèce de mépris comme ça. Encore une référence à la maman et la putain, à la putain, les classes défavorisées. Voilà. Dès que j'avais l'indice d'un truc comme ça, je me levais et je balançais un truc. Et comme j'avais l'esprit d'escalier, l'esprit de répartie, ça partait tout de suite en cacahuète. Je faisais rire la classe et je me retrouvais chez le... À l'époque, on ne disait pas CPE, mais surveillant général, en 2-2, quoi. Voilà. Et puis après, ça, voilà. Donc lui m'a arrangé ça. Et le rugby, oui. Donc, avant même Et dès que j'ai commencé ce sport, je me suis dit, ah putain, c'est fait pour moi, quoi. C'est fait pour moi parce que le rugby, c'est comme dans les souks marocains. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Tu donnes des coups, mais t'en reçois. Donc, moi, j'avais besoin d'expulser quelque chose de l'ordre de la colère. Et si le corollaire, c'était prendre une mandale au passage, je trouvais que c'était justice. Enfin, voilà. Donc, ça m'a stabilisé. Et c'est ce que je t'ai raconté au téléphone. Il y a eu un match comme ça où notre équipe était en train de... où je trouvais nos avants un peu mous. Donc on revient à la mi-temps, on était en train de perdre. Et moi, je venais juste d'arriver dans l'équipe. Hein, tu vois, j'aurais dû la fermer un peu. Et je leur hurle dessus. Je les pourris. Et je les insulte. Vous êtes des gros lards. Qu'est-ce que c'est? Et je hurle avant même que l'entraîneur ait pu parler. Donc, il dit rien. Le match continue. Finalement, on gagne le match de justesse. Et on revient. Il m'appelle encore une fois dans son bureau. Il me pourrit. Et il me dit, t'as pas peur des gros? Non, 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 mais je suis désolé. T'as pas peur des gros? Non, j'ai pas peur. Ben, je vais te former à la mêlée. Ah oui, c'est comme ça que tu es devenu... À la charnière. Précisément le poste où c'est un tout petit qui dirige les gros. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais c'est assez étonnant. On a l'air de prendre des détours comme ça. Moi, j'adore c'est des détours, et puis j'ai l'impression que la vie n'est fait que de ça. Mais je regardais un bonus de Selon la police où le dernier jour de tournage, tu as... après la dernière scène, je crois, tu as pris la parole et tu as fait un discours sur chacun des techniciens. C'est-à-dire que tu as remercié... Ça, c'est Céline qui raconte ça. Oui, c'est Céline qui raconte ça. Faut peut-être... Céline Beson, qui est la chef op. Qui est la chef opératrice du film et avec laquelle c'était ma première collaboration. En fait, moi, je l'avais repérée dans tous les films qu'elle avait fait. Je trouvais son cadre et sa lumière sublimes. Et normalement, j'aurais dû retravailler avec le chef opérateur du film précédent à moi seul. Et puis, pour des raisons que je n'ai pas envie d'expliquer, et qui ne tiennent ni au chef-op ni à moi, on n'a pas pu travailler ensemble. Et je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai appelé Céline. Il se trouve qu'elle avait vu mes films et qu'elle me dit, et qu'elle était entre deux films et tout ça. Elle me dit, oh putain, je voulais me reposer et tout, donnez-moi une semaine. Vous voyez encore, donnez-moi une semaine et je vous fais une réponse. Et en fait, elle m'a appelé le lendemain et elle m'a dit, j'ai appelé mon compagnon. Il m'a dit, t'es complètement folle, vas-y tout de suite. Et on s'est trouvé en 2 nanosecondes. Il y avait un espèce de truc comme ça où on a beaucoup travaillé. Ce film est extrêmement... on peut en dire ce qu'on veut, mais d'un point de vue de lumière, il est extrêmement... Et le cadre, il est extrêmement élaboré. On travaillait. Et même Céline m'a dit un jour, moi il y a un truc que j'adorerais faire avec les réalisateurs, mais jusqu'à présent, j'y arrive pas parce qu'ils ne veulent pas se lever. On arrive 1 heure plus tôt, toi, moi et le premier assistant. Mon premier assistant s'appelle Renaud Pelboin, c'est le premier assistant de tous mes films, et aujourd'hui, c'est une personne extrêmement proche de moi. C'est un premier assistant de feu.
qui ne s'arrête de travailler que lorsqu'il n'y a plus de travail. Donc, et qui a une sorte de... Il fait don de lui-même au film, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, d'une intelligence folle pour trouver des solutions quand il manque de l'argent. Enfin, donc, Céline me dit, je veux bien réessayer une fois encore, on vient tous les trois avant tout le monde, donc vraiment à l'ouverture du décor. Hein. Et je me souviens que la première fois qu'on est arrivé, le petit jeune de la régie dont c'était le premier film, il branche sa machine à café et il voit arriver le réal et il fait waouh. Et je lui dis Kevin, tout va bien. Et du coup, il avait vraiment envie de parler de cinéma, donc et je lui dis mais viens sur le plateau, et il a fini seconde perche. Et c'est un môme adorable. Bref, je reviens à ça. On arrivait le matin. Il faut que tu saches que moi, je n'improvise jamais. Oui, j'ai l'impression que c'est quand même... J'écris pendant des mois et des mois le scénario, et c'est à la virgule près. Je vais 10 fois sur les décors, je change 10 fois de découpage, mais je prépare un truc à mort, et le matin, je dis au chef-op, je te préviens, on fait un dernier tour. Je peux changer au dernier moment, mais je ne toucherai à rien de ce que tu as déjà préparé comme grosses archives. Je m'insignerai là-dedans, mais je ne modifierai en rien ce que tu as déjà préparé en termes de grosses lumières. Voilà. Et pendant 20 minutes, on refaisait le découpage de la journée, tous les trois, plan après plan. Ensuite, on décidait de l'ordre de tournage de la journée pour économiser du temps sur les prépas lumière. Et puis voilà. Et ça a marché du feu de Dieu. Ça a marché du feu de Dieu. Mais ce parallèle entre ton passé de rugbyman, la façon dont tu harangues ou tu insultes ton équipe de rugby et la façon dont tu remercies ton équipe de cinéma en connaissant chacun des corps de métier. C'est-à-dire, moi, comme je l'ai entendu, c'était un remerciement personnel et précis de ce que... ce qu'a fait... Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question. Non, je ne m'adresse pas au corps de métier, je m'adresse aux personnes. Et là, ça renvoie à une autre question. Une des questions qu'on pose le plus souvent à des gens qui sont cinéastes ou peintres ou écrivains ou danseurs, ou tout ce que tu veux, c'est pourquoi filmez-vous, pourquoi dansez-vous? Je me souviens qu'en 81, Libération avait fait un truc spécial, un numéro spécial avec des écrivains, pourquoi écrivez-vous? Et je crois que c'est Beckett qui avait répondu, bon qu'à ça. On te la pose tout le temps, la question. Et ça renverra tout à l'heure, quand on parlera plus de cinéphilie. Moi, je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Si je réfléchis, comme tous mes collègues de bureau, je fais d'abord les films pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, les films pour moi? Pas que je me les adresse à moi. Bien au contraire, c'est que je cherche à comprendre, en faisant un film, quelque chose que j'ai vu et que je n'arrive pas à comprendre et que le film va m'aider à comprendre. Voilà. Donc d'abord pour moi, pour essayer de comprendre. Ensuite, dès le premier film, ou plutôt en ce qui me concerne dès le deuxième, puisque c'est le premier avec les acteurs, le premier étant un documentaire, j'ai découvert un truc qui est un choc total, c'est les acteurs. Dont tu étais, d'ailleurs, dans Variété française. Et je pense que j'aimerais mieux le film si je n'avais pas joué, moi-même. Mais bon, j'ai été obligé de le faire. On n'avait pas d'autre solution économique à ce moment-là. Voilà. Et j'ai compris que je pourrais passer ma vie entière avec ces gens-là, sur un plateau, qu'ils me dépassaient totalement. Je n'arrivais pas à les comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre à quoi ils marchaient. Mais acteur professionnel, non professionnel, peu importe, une matière de... Acteur du film. Oui, oui. Et c'est pour ça, on parlera des extraits et tout ça. D'où ils sortent ce qu'ils sortent. Comme dirait
Jean-Marie Larieux, que j'ai bien connu à un moment, j'ai eu un compagnonnage Tu as collaboré, tu as écrit de travail avec, ouais. avec Jean-Marie et Arnaud Larieux. Et souvent, Jean-Marie me disait, c'est quand même de drôles d'animaux. Hein. Et Arnaud disait, ouais, c'est des drôles d'engins. Voilà, et on rigolait tous les trois parce qu'on était totalement happés par ce truc et qu'on voulait s'en approcher le plus possible. Donc, d'abord pour moi, ensuite les acteurs, et j'en viens. Sur le dernier film, là, Selon la police, j'avais plus d'argent que d'habitude, c'était un film où il fallait plus de monde, beaucoup de nuits, plus de 60 rôles, donc l'équipe était beaucoup plus pléthorique que d'habitude. Alors, faut peut-être faire réaliser des acteurs sur le film. Patrick D'Assumpção, qu'on avait vu dans L'Inconnu du lac. Il y a Simon Abkarian, qu'on connaît bien, qu'on a vu dans Laetitia Casta, Berling, le fils Charles Berling, non, Émile Berling, le fils de Charles. Une toute jeune actrice qui s'appelle, qui est une Sophia Le Saffre. Jean-François Stévenin, Agathe Bonitzer. Enfin voilà, il y a en tout 65 rôles. Bref, il y avait beaucoup de monde sur ce plateau. Et c'était dur. C'était dur. Moi, j'ai fait jusqu'à présent 4 films et j'ai été heureux 4 fois. Et surtout, à chaque fois plus heureux que la fois précédente. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Mais c'est extrêmement violent pour moi. C'est extrêmement violent d'être avec des gens tous les jours. Ma pente, et mes proches, les plus proches le savent, c'est rester tout seul. Voilà. Donc, le plateau, c'est le seul... Mais précis, tu allais le faire, mais précis, cette violence, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est une violence d'être en groupe, c'est une violence de cette place-là que tu occupes. Non, je préfère être seul. C'est... Ça correspond mieux à ce que j'ai connu enfant, où j'ai développé des défenses. Voilà, je me bats mieux tout seul. Mais le plateau, et je mets de côté ma famille, la famille que j'ai construite, qui j'allais dire, elle est hors cadre, hors concours. J'ai voulu cette famille, et aussi dur que ce soit pour les deux membres de cette famille, c'est-à-dire mon épouse et ma fille, par moment, moi je peux pas rester sans elle plusieurs jours, enfin c'est pas possible. Je te parle du reste, de la vie normale. Donc c'est violent. Mais le plateau. Et tout d'un coup, j'ai eu un éclair pendant le tournage. J'ai compris que je faisais d'abord les films pour moi, mais aussi pour être avec des acteurs, et in fine, pour être avec les gens qui font le film avec moi. Je l'ai compris au cours du film, au cours du tournage. Et juste après le dernier plan du film, je me souviens très très bien, il était 5 h du matin dans cette fête foraine. Alors voilà, les gens applaudissent, moi ils étaient dans mon dos, moi je regardais encore l'endroit où on avait tourné le dernier plan la dernière prise du dernier plan de la dernière séquence, voilà. Et c'était avec Laetitia et Corentin. Et j'entends les gens qui applaudissent et tout ça, on était tous heureux. Et je me retourne, ils me faisaient face, en arc de cercle, j'avais pas du tout prévu ça, y compris ceux qui n'étaient pas sur le plateau. Tout le monde était venu, il y avait 70 personnes sur ce bordel. Et là, je les ai regardés, oui, effectivement, un par un, et j'ai dit ce que j'avais à dire, et j'ai terminé par Renaud, mon premier assistant, et Céline. Voilà. Tout ça a à voir avec un jour, ça devait être après mon deuxième film. Je vais le présenter dans ma ville natale, Angoulême, et puis je prends 3 minutes avec mon père. On discute comme ça, et puis il me dit, mon père, ouvrier, militant d'extrême gauche, délégué syndical, et il me dit comme ça, avec son petit sourire, super intelligent comme ça, il me dit, alors, t'es devenu patron? Et c'était pas du tout malveillant. Ouais. C'était, il posait une question, il disait, comment tu te débrouilles?
étant qui tu es. Et là, je lui ai dit, ben voilà, c'est simple. Le film, c'est le mien. J'ai gagné le droit de le faire. J'ai gagné le plateau. Mais il est hors de question. Il est hors de question. Papa, il est hors de question que le respect mutuel ne soit pas la règle sur mes plateaux. Et elle aurait pu en parler aussi, Céline. La veille du premier jour de tournage, il y a ce rythme qui fait que le réalisateur s'adresse à l'équipe qui va travailler avec lui. Et moi, je dis ça. Je dis, le premier que je chope à mal parler à un stagiaire, à un assistant, bref, un sans grade, je le défonce. Voilà. Je le défonce. C'est tenable sur un plateau, ça, dans un fonctionnement, dans un quotidien, dans une urgence, dans des expressions différentes. Il y a mal parlé, mal parlé. Il y a amène-moi ça tout de suite parce que ça urge, et amène-moi ça tout de suite parce que tu vaux rien. C'est pas le même ton, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même voix. Et moi, je suis formé à ça depuis ma naissance. Je sais faire le distinguo. Voilà, c'est tout. Mais j'ai de la chance. J'ai toujours eu. D'abord, je tiens à les rencontrer tous avant, le plus possible. J'ai toujours eu de la chance. Il n'y a jamais eu quelque chose de cet ordre-là. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est le sexisme, par exemple. Et dès le premier film de fiction, c'est-à-dire ça remonte quand même à 2003, bien avant MeToo, je me rappelle que j'avais dit aux gars de l'équipe, je vous préviens les mecs, hein, les trucs avec une fille, les petites plaisanteries à la con sur une fille qui transporte une lourde charge, ça va pas le faire du tout. Et je me souviens des mots que j'ai employés, je leur ai dit, aimez-vous, détestez-vous, mais entre personnes égales, pas de trucs... J'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Et tout ça, c'est le même truc, c'est les riches et les pauvres. Tu vois, le bon camp, le mauvais camp. Maintenant, on appelle ça les dominés. Moi, je préfère le terme marxiste d'exploiter. Enfin, tu vois, voilà. Donc oui, c'est tenable. Évidemment que c'est tenable. C'est tenable. S'il y a des questions que je vais le en poser, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez ça soit une discussion à plusieurs. Pas de souci. On parlait juste avant je fais des boucles à l'extérieur de tes premières années à la Fémis, qui venait d'être Fémis, qui était IDEC, et tu m'as appris que tu étais dans une des premières promotions de la Fémis. Est-ce que ce choc-là de classe, j'imagine que tu l'as vécu aussi très tôt dans cette école-là, peut-être pas plus qu'une autre, mais comment ça se passe, comment ces rencontres se font, quelles sont les belles rencontres et les personnes qui t'ont formé, qui t'ont appris, qui t'ont donné? Il y a deux aspects à ta question. La première, sur le truc de choc théorique. Moi, je sortais de 3 années de prépa littéraire en Cagne. En Cagne, les chiffres sont toujours les mêmes, entre 3 et 7% de fils d'ouvriers. Et la famille, c'était pareil, entre 3 et 7% de fils d'ouvriers. Et on était 40, donc on devait être 3. Voilà, c'est tout. Donc j'étais vachement habitué à ça. Je connaissais tous les trucs. Enfin bon, voilà. Maintenant, les rencontres. C'est drôle parce que le jour de la réception, comme ça, des élèves qui venaient d'avoir le premier concours de cette nouvelle école, elle connaît l'histoire, donc je peux la raconter. Moi, évidemment, je faisais comme depuis que j'étais petit. Quand je suis entré au cours préparatoire, j'avais tellement peur que je me disais, ils vont tous me bouffer. Donc je me collais contre un mur et je regardais comme ça, dos au mur, comme ça, je n'avais plus
essayer de voir d'où allaient venir les coups. Et puis en sixième, pareil, et puis en seconde, pareil, et puis arrivé à la Fémis, pareil. Donc, ils nous reçoivent et tout ça. Il y avait beaucoup de bruit, tout le monde avait l'air content, l'école était encore en travaux, il y avait des gravats partout. Jean-Claude Carrière, André Téchiné, Jean-Claude Carrière qui était président de l'école, coprésident de l'école avec André Téchiné, plein d'acteurs, enfin bon, ou de réalisateurs, enfin un truc vraiment hype. C'était une création de Langue et de Jacques Gajos, le délégué général de l'école, donc c'était un truc hyper hype, quoi. Et donc moi, je suis dans mon coin, comme ça, je regardais, je me disais, ils vont tous me bouffer. Je tiendrai jamais les 4 ans. Donc j'étais pas bien, et je vois une fille traverser mon champ visuel, et je sais pas, elle était hyper grande, comme ça, très blonde. On aurait dit une reine viking. Depuis, je l'ai appelée la reine viking. Et puis, je l'entendais parler aux autres, comme ça, et je la trouvais suprêmement intelligente. Et dans ma tête, je me suis lancé un défi, et je me suis dit, toi, un jour, on sera copains. Et c'était Sophie Chilière, et 35 ans après, on est amis. Voilà. D'accord. Comment ça a marché. Qui a joué dans Variété Française Non. Non, Hélène, alors je confonds Hélène, non, bah c'était Sophie, c'est la sœur d'Hélène. Mais Sophie a joué un grand rôle parce que l'acteur qui devait jouer le rôle principal, qui était Grégoire Collin, s'est cassé la jambe la veille du tournage. On avait engagé le peu d'argent qu'on avait sur la location des décors, tout ça. Il fallait y aller. Et je ne sais plus qui a l'idée, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Hélène. Oui, une des deux, parce que Julie jouait aussi, qui n'est pas actrice, mais qui jouait aussi dans Variété. Je crois que c'est Hélène qui me dit, il faut que tu reprennes le rôle. On n'a pas le choix. Il faut que tu reprennes le rôle, tu es un peu plus âgé que Grégoire Collin, mais du coup ça va marcher très bien, puis avec ton air évaporé comme ça, ahuri, ça va être très bien. C'était Hélène, quoi, elle était assez rentre dedans. Et moi je me dis, ah ouais, peut-être le mec est traversé comme ça, c'est une histoire assez sombre. Et je me disais, tiens, ça peut peut-être marcher. Donc elle me dit, on va passer le week-end, tu vas apprendre le rôle. Et ça s'est passé comme ça. Mais j'avais très très peur. Je savais déjà que je n'irais pas voir ce que j'avais fait au combo, après coup, pour vérifier les prises. D'accord. Donc, les scènes où les scènes que tu jouais. Où j'étais moi. Donc il faut trouver une solution. J'appelle Sophie et je lui dis, ça te dirait d'être... Elle me dit, j'arrive. Et elle arrive. Et la reine viking, comme ça, on lui avait trouvé un siège, machin, elle était au combo. Et un nombre incalculable de fois, elle a sauvé le film. Parce qu'à un moment, il y a une séquence dans le film où je suis assis à côté de Gérard Mélan qui joue mon père dans le film. Et puis c'est une scène très très dure à jouer, où j'avais beaucoup de textes et puis très émouvante comme ça. Évidemment, Gérard, il était vachement bien. Et moi, je me trouvais nul à chier. Donc à un moment, on finit le plan, je me lève. Et je dis plan suivant. Et Sophie fait. Et je lui dis, j'y arriverai jamais. Elle me dit, tu vas y arriver. Et texto, elle me dit, tu poses ton cul sur la chaise. Et elle dit, moteur. Ouais. Elle n'a pas du tout dirigé la séquence. Elle n'était pas là pour ça. C'était le deal entre nous. Et si cette séquence existe dans le film, c'est grâce à Sophie. Voilà. Et c'était vachement beau parce que l'équipe était assez réduite, mais très rapidement, tous les techniciens allaient lui demander des trucs. Donc, elle répondait sur tout ce qui était de son ressort. Comme ça. Elle était devenue une sorte de référence comme ça. Et puis parfois elle disait, non là, va voir Frédéric. et elle devait ne faire qu'une moitié de tournage parce qu'elle avait programmé des vacances, je me souviens. Et au bout de 3 jours, elle me dit, oh là là, je me fais chier, tu me manques. Ah ben j'arrive. Et elle est revenue finir le film avec lui. Mais c'est important d'avoir c'est pas plus que ces personnes de confiance, mais ces regards de confiance. C'est-à-dire que c'est quand même, je veux dire, c'est pas rien et c'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire que c'est donner les clés quand même où, je sais pas, il y a quand même quelque chose d'une forte amitié, tout simplement, de dire, oui. Il y avait
d'estime dans ce que l'autre est capable de voir et de te laisser passer et en même temps de tenir comme C'est très juste. Oh, tu vois, on va éviter les Salamalek. J'avais repéré Sophie parce que je la trouvais merveilleusement belle, comme ça, loin, grande. Je me disais, ces filles-là sont inatteignables. Enfin bon, voilà. Et puis, il y a eu la première année, les 2 premières années, les 3 premières années, je voyais les films qu'elle faisait. On en parlait un peu, et puis un jour, moi j'ai fait un film, et puis dans les exercices qu'on avait à faire, je dis à Sophie, Sophie, elle est aussi distante que moi dans un autre style, c'est-à-dire que on se voyait jamais en dehors. Enfin, si elle m'invitait pour ses anniversaires, mais voilà quoi, c'était très, à la fois très joli et très lointain et très fort comme ça. Et un jour, je lui dis, ah là, je voudrais que tu viennes voir le film, je crois que c'est de la merde. Et elle vient voir le truc en salle de montage, et elle me dit, tu le finis, et derrière, tu écris un nom. Et derrière, tu écris un nom. Voilà. Elle avait un temps d'avance. Plusieurs temps d'avance, oui, Sophie. Elle a fait son premier... On est sorti de l'école en 90, tu vois, elle a fait son premier film en 93, très vite après. Très beau. Comment ça s'appelait? C'est le film avec Judith Godrèche. Je l'ai revu récemment. Vachement beau. Vachement beau. Grande petite. Grande petite. J'adorais sa manière d'écrire. Je l'avais repéré comme ça sur l'écriture. Et c'était mieux que bien écrire. Et là, on pourrait parler de mes goûts de cinéma. C'est-à-dire que parmi tous les cinéastes que j'aime, il faut que je reconnaisse quelque chose que je ne peux pas appeler autrement qu'un son, qui est du son, mais bien autre chose que du son. C'est-à-dire une humeur, une couleur, quelque chose d'unique, quelque chose que je reconnais à la première réplique ou au premier plan. Une anecdote, par exemple, quand j'ai déménagé dans l'appartement où j'habite aujourd'hui, voilà, nous décidons avec ma compagne de s'abonner à quelques chaînes de télé comme ça, dont Ciné+. Et puis moi, j'avais jamais eu des trucs comme ça. Donc un après-midi, pour voir si j'étais bien dans le nouvel appart, je me mets à zapper dessus. Et tout d'un coup, je vois 3 images d'un film. Quand je te dis 3 images, Manfred, c'est 3 images. Et je fais Les Larieux. J'arrête, je regarde, c'était 21 nuits avec Paty. Bon, et après j'ai vu le film en entier, que j'adore. Mais voilà, Les Larieux, Sophie, Boson, Achard, je pourrais en citer plein. Au premier truc, je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux. Ils ont le son. Ce truc unique, est très différent de l'un à l'autre, tu vois. Très différent, mais en même temps, il y a quelque chose quand même de générationnel, il y a un goût quand même pour... c'est une famille on pourrait vous rassembler dans une sorte de famille qui est peut-être un peu hétéroclite, mais qui... Oui, parce que je te parle de gens de ma génération, mais je te dirais, je pourrais te dire... Chimino a un son. Oui, d'accord. Ok. Reichart a un son. J'ai revu, sachant qu'il y avait la soirée de ce soir, je me suis dit, je vais pas. J'ai choisi Wendy et Lucie dans mon truc parce que c'est le premier film que j'ai vu d'elle, avant de voir tous les autres. Et je l'ai revu. C'est absolument merveilleux, mais à la première image, je sais que c'est du cadre, c'est de la lumière et c'est du son. Et voilà. Oui, on parle quand même d'auteurs dans un monde où c'est pas qu'il y en a de moins en moins, mais disons qu'il y a quelque chose qui se lisse, qui s'uniformise. Et là, on parle vraiment de gens qui ont un univers, une couleur, un son, quelque chose de très personnel. Après, bon, il pourrait y en avoir d'autres aussi Oui, c'est possible. Je sais pas. Tu vois, le plus marrant dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas exprès. C'est cruel, hein. Mais, et d'ailleurs, pour détendre tout le monde, le son, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, et si tu l'as pas, tu l'auras jamais. Et c'est pas pour autant que tu feras des très bons films et que ceux qui ne l'ont pas ne feront pas éventuellement de bons films. C'est un truc unique. Tu ressembles à personne. Oui. Et tu peux pas le provoquer, tu peux pas l'apprendre.
Tu ne peux qu'à un moment en prendre conscience et travailler. Y compris travailler contre. Parce que qui dit son dit petite musique. Et dès qu'il y a la petite musique, t'es baisé, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Oui, parce que je pense aux Larieux, par exemple, qui sont venus là, à la boutique il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que on voit aussi dans des œuvres, des périodes, des films qui sont réussis, des films qui le sont. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a. Moi, ça m'interroge vraiment la question du style et puis du parcours d'un auteur aussi. Est-ce qu'il a tout dit? Est-ce qu'il se répète? Est-ce que toutes ces questions-là qui sont, je ne pense pas des petites questions aussi, tu vois, Est-ce qu'on a tout dit? Bon, si j'étais provocateur, je ne le suis pas, comme tu dis. Je te dirais qu'on n'a rien à dire. Il vaut mieux qu'on n'ait rien à dire, vraiment, et je le pense. Le corollaire. Non, mais je t'interromps. Je pense avec quelqu'un, voilà, par exemple, comme Hong Sang-soo, moi que j'aime beaucoup, que tu aimes peut-être pas trop. Je suis mais au cinéma asiatique. Ah oui. À part Mizoguchi, qui est, oui, d'accord, qui est le plus ok. grand de tous avec Ford. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est réglé. Mais non, mais tu parlais de cinéphilie. Oui, voilà, oui. Pourquoi. Bref. Mais de quelqu'un qui ne fait que raconter une même histoire avec des sortes de variations comme ça et dans lesquelles on le suit et on ne s'en lasse pas. Après, il y a peut-être des moments aussi, des films qui sont un peu moins bons que d'autres, mais ce réalisateur me confirme qu'un réalisateur racontera toujours plus ou moins la même histoire, et en même temps, lui, on ne s'en lasse pas et il ne s'épuise pas, et il ne nous épuise pas non plus, quoi. Oui, voilà. C'est la vieille antienne. On refait toujours le même film. Je crois que c'est vrai. Ça serait intéressant d'ailleurs de parler du fils de Didot et de Selon la police, et d'essayer de se faire ces cas, se dire en quoi on raconte le même film. C'est bien, tu me préviens à l'avance. Comme ça, je vais. En passant par à moi seul. Mais il y a un truc important que je voulais te dire. Qui dit son, donc, dit aussi défaut du son, c'est-à-dire petite musique, petit radotage, et le corollaire du fait d'avoir ce son, c'est que fatalement, tu vises si aigu, au lieu de ratisser large, tu vises si aigu que fatalement, de temps à autre, tu te ramasses la gueule. Parce que tu vises à côté. Voilà. Donc oui, dans les films des Larieux, il y en a que j'aime pas. Je me souviens qu'il y en avait un que j'aimais pas du tout, je leur avais dit, on s'était engueulé avec Jean-Marie. Oui. Mais voilà. Et inversement, tu vois. Mais je crois ceci. C'est très vieux. C'est Truffaut qui disait ça. Quand on aime un cinéaste, on aime tous ses films, même ceux qui sont moins bons. Et je suis d'accord. Voilà. Tu vois, je règle la question comme ça. Oui. Et de la même manière que les cinéastes refont toujours le même film, les grands acteurs jouent toujours la même... Il y a un truc qui m'horripile, c'est quand on me dit un tel, il fait toujours la même chose. Ben oui, du con, il fait toujours la même chose. Oui, et on ne lui demande pas de faire autre chose. Voilà, c'est tout. Tu vois, et l'exemple canonique, c'est évidemment De Funès, mais il y en a d'autres. Moi, je vois Lino Ventura pour Lino Ventura. Je ne vois pas Lino Ventura pour un succédané de Lino Ventura. Lino Ventura qui fait le Guéluron, je trouve ça pathétique. Voilà, tu vois. C'est juste le truc de... Tu vises toujours le même truc, tu creuses ton sillon, et si tu te plantes, tu te plantes. Et puis voilà. Petit aparté par rapport aux comédiens. Et tu me dis, un comédien est toujours amené à faire la même chose. Donc toi, quand tu fais ton casting et tu choisis tes comédiens, c'est pour quelque chose de précis, ou sur le plateau, tu les pousses à trouver quelque chose d'autre. Parce que j'ai vu que dans le casting, quand tu définis ton casting, on voit bien que il y a une fonction précise que tu demandes à tel comédien. Mais est-ce que tu te laisses surprendre aussi? Ben oui. Ou est-ce que tu demandes énormément de propositions, de jeux, ou est-ce que tu es très cadrant, quoi? Non. Enfin, au moment d'À moi seul, je me souviens, je vais présenter une fois le film avec Reda Kateb
qui joue le rôle principal masculin avec Agathe Bonitzer. Et un soir, Reda m'appelle et me dit je viens de recevoir une demande du cinéma où j'étais ouvreur, il voudrait bien que j'aille présenter le film, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Je dis bah ouais, si tu veux, enfin, j'en avais ras-le-bol les avant-premières, mais bon voilà, Reda me demandait ça, il m'avait jamais rien demandé, j'y vais. Et il était comme ça, il était heureux de revoir cette salle de cinéma à Évry, où il avait été ouvreur, voilà. Il y avait plein de gens qui connaissaient, c'était assez joli à voir, il était vachement... Enfin, c'est un mec bien, mais il était vachement gai, quoi. Enfin, donc, moi, j'étais en retrait, c'était parfait pour une fois. Et à un moment, et puis on rigolait souvent dans les interruptions, et à un moment, une spectatrice s'adresse à Reda, donc elle le connaissait, elle lui dit « Dis-moi, Reda, vous avez l'air d'être très proches, le réalisateur et toi. » Et donc, Reda dit « Oui, mais attention, hein. Il est gentil comme ça, il n'est pas du tout sur le plateau par exemple, il ne dit pas il faut faire ci, il faut faire ça, il te parle d'un truc à côté du rôle, il te cite une anecdote et à la fin, tu as fait ce qu'il a voulu et tu t'en es pas aperçu et tu es d'accord. Voilà. Donc, non. Oui, tu as une direction assez... ce que je dis à tous les acteurs, c'est que je suis là pour vous, c'est-à-dire vous me posez toutes les questions que vous avez envie de me poser. Et dans Selon la police, par exemple, pour l'ultime séquence du film, l'ultime mot du film, et c'est une séquence avec Sophia Le Saffre, elle me dit Frédéric, je voudrais qu'on parle. Qui fait face à sa mère, et à son frère. Et le dernier mot du film, non, mais je crois que tout le monde a vu le film. Hein. Bon, c'est maman. Et elle me dit tu veux pas qu'on... Alors on sort, et elle me pose une question. Une seule. Une question ultra personnelle à laquelle je ne répondrai jamais dans des circonstances normales, tellement forte que je suis mais scotché. Et je lui réponds la vérité et je vois un sourire comme ça. Elle fait ok, je sais tout ce que je veux savoir. On retourne sur le plateau et le maman que j'espérais sort. Voilà. Donc, je réponds à toutes leurs questions. Moi, je ne fais pas de répétition avant. Je ne réunis pas les acteurs pendant quelques jours. Comme ça me saoule. Moi, c'est sur le plateau. Donc, je les accueille au moment où ils arrivent. Je fais le point avec eux sur ce qu'on a tourné, le moment du film où on est en termes d'humeur, si jamais il y a un truc. On va sur le plateau, on fait une mise en place, après ils retournent en loge terminer les trucs. Moi, je ne vais jamais en loge, sauf en frappant. Là aussi, dans le genre, c'est leur royaume, c'est pas le mien. Donc quand j'entre, je frappe à la porte. Ou des fois, ils m'appellent sur un truc de vêtements, de maquillage. Donc à ce moment-là, j'y vais. Et j'ai fait les 2-3 rappels qu'il fallait. Si un acteur me dit est-ce que, je dis faisons la première prise, après je saurai. Il y a une première prise, et là je commence à organiser les choses. Et comme mon credo, c'est enquiller les prises à toute vitesse, avec une interruption maximale de 6 à 8 secondes entre les deux, parce que je crois à ça, et c'est comme ça que j'aime travailler. Pour des questions économiques, j'imagine, mais quoi, non, de rythme, On en a parlé une fois avec Céline. Céline va très vite aussi. Et un jour, sur le plateau, elle me dit « Putain, tu vas hyper vite, tu vois vite ». Et elle me regarde comme ça, elle sourit, elle dit « C'est ta façon de dérouter l'angoisse ?» Et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Aller plus vite que l'angoisse. Aller plus vite que la responsabilité qui pèse sur moi. Aller, voilà. Et c'est pareil pour les acteurs, en fait. Si tu vas super vite, tu te débarrasses hyper vite aussi des constructions à la con, des petits verrous, des petits machins, et tu trouves une énergie. En plus, les acteurs, ils adorent ça. Moteur coupé. Les vrais acteurs, ils adorent ça. Tous les acteurs avec lesquels j'ai travaillé m'ont dit « Putain, c'est génial, on se fait pas chier sur ton plateau. » Ça,
Voilà, il y a une espèce de silence comme ça, ça va, il faut voir vite, moi il faut que je vois vite, que j'entende vite, il faut que Céline voit vite, il faut que François, l'ingénieur du son, entende vite, et il faut que les acteurs ressentent vite, et on trouve ça. C'est-à-dire où le truc n'était pas prévu. Le truc qui ne vient que quand tu as épuisé toutes les autres solutions. Ce qu'on appelle communément la surprise. Voilà. Donc en gros, comme tous les autres qui travaillent comme des brutes, je travaille comme une brute en essayant de tout prévoir et de tout cadrer dans le seul but de choper la pépite de surprise qui arrivera ou pas par miracle dans tel ou tel plan. Mais à chaque fois, je le vois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mais ça me fait m'en poser une autre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quelque chose juste dans les plans. On ressent pas ça. Moi, quand je vois tes films, je ressens beaucoup de contrôle, de maîtrise, évidemment. Mais je sens qu'il y a aussi énormément de calme et de sérénité. Et c'est ça c'est-à-dire que cette excitation, cette volonté de dépasser cette angoisse, tu me parles de la dernière scène, moi c'est que, là où je me dis qu'un film est réussi, c'est que chaque fois que je vois une scène, et ça me déclenche une émotion, et à chaque fois que je vois cette dernière scène, je fonds en larmes, parce qu'il y a quelque chose qui me touche, donc je me dis, c'est pas seulement de la surprise ou de la répétition, mais il y a quelque chose de très calme. On va s'arrêter un peu là-dessus, donc vous l'avez... En fait, je suis tellement pourri d'angoisse que le seul moyen que j'ai trouvé pour y survivre, c'est de la bloquer là et à l'intérieur d'être dans l'œil du cyclone. Voilà. Ce que vous identifiez comme calme, ce n'est que le calme de l'œil du cyclone. Mais ce calme, ce moment sans bruit, me permet de voir et d'entendre tout ce que j'ai à voir et à entendre. Voilà. Par ailleurs, et mes très proches le savent, c'est tellement le chaos, comme beaucoup de gens qui font ce genre de job, c'est tellement le chaos à l'intérieur de moi qu'il faut qu'au moins, autour, ce soit calme. Parce que c'est apaisant. Donc, par goût, j'aime les plateaux calmes. Et en fait, quand on dit que le réalisateur ou la réalisatrice donne le là, c'est vrai. Comme je suis très calme, extérieurement, eh bien, tous les gens sont très très calmes. Travaillent hyper vite, mais très calmement. J'ai horreur. Tu parlais de la qualité de jeu, de cette qualité de jeu très particulière de mes acteurs. Il y a un truc qui me fait très peur, c'est l'hystérie. L'hystérisation des moments, et le moment où ça crie tout le temps. Ça crie très peu dans mes films, qu'à des moments donnés, et dans la vie normale, j'ai très très peur des cris. Donc j'ai besoin que ce soit calme, que ce soit plus implosif qu'explosif. Et que quand ça explose pour une bonne raison. Donc oui, c'est très calme. Et dans la séquence dont tu parles, il s'est passé... Je te l'ai raconté au téléphone ou pas? Cette scène, nous l'avons tournée le 10e jour de tournage. Je ne l'oublierai jamais, parce que le commissariat était le décor principal. Et j'avais dit à Renaud, garde cette scène, qui est la fin du film, pour le dernier jour, que j'ai le temps d'apprivoiser les acteurs et d'être apprivoisé par eux, et que l'équipe ait le temps de se constituer vraiment comme équipe. Arrive ce fameux jour. Je n'endors pas de la nuit. Déjà que je ne dors pas beaucoup, là je n'endors pas de la nuit. Parce que je sais un truc. Quoi que je réussisse par ailleurs dans le film, si tant est que je réussisse quelque chose, si je rate l'ultime séquence
du film, je l'ai dans le cul, et c'est terminé. Donc, je me pointe très tôt à nos petits rendez-vous matutinaux avec Céline et Renaud, et ils voient tout de suite que j'ai pas dormi de la nuit. Donc, on refait le découpage des séquences, et normalement, ce qui suivait, c'était dans quel ordre on tourne. Et on ne tournait pas forcément tous les plans dans le truc. Et moi, je leur dis, le dernier plan du film, je voudrais le tourner en dernier. Et je vois Céline et Renaud qui se regardent et qui me disent c'est pas possible, on n'a pas le temps, on a trop de trucs à faire. Là, à l'intérieur de moi, ça s'effondre, mais il y a une réalité économique qui est que les gens de l'équipe, les membres de l'équipe travaillent à moins 30%, qu'il faut faire rentrer 2 journées en une, que c'est un film choral de 2 heures qu'on fait en 35 jours, voilà. Et je dis, bah tant pis. Et je vais dire bonjour aux acteurs. Et je pense, c'est mort. Mais bon. Et je reviens sur le plateau, je ne sais pas pourquoi. Je ne revenais jamais sur le plateau à partir de ce moment-là, avant que Renaud m'appelle. Et je reviens. Et je vois les deux qui me regardent, qui me font... Et Céline me dit, on tourne dans l'ordre que tu veux. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, tu t'occupes pas de nous, on tourne dans l'ordre que tu veux, aujourd'hui. Putain. Elle avait compris. Et Renaud avait compris. Et ben je dis le plan avec Sophia à la fin. Elle me dit, et je lui dis, mais tu vas refaire toute ta lumière, putain. Elle dit, je t'ai dit de ne pas t'occuper de ça. Va te reposer, va boire un café, on t'appelle quand on est prêt. Et on commence à tourner. Et vous parliez, enfin, vous avez acquiescé au moment du calme, et tu en as parlé. Ce matin-là, il y avait un silence de cathédrale sur le plateau. Incroyable. C'était pourtant un espace exigu, mais tout le monde travaillait avec une vitesse folle, et je n'entendais aucun bruit. D'habitude, même les petites plaisanteries comme ça, les petits rires, les trucs, rien. Ça bossait à toute vitesse, comme si cette discussion, personne n'y avait assisté. Et personne ne savait sur le plateau, à commencer par les acteurs, que j'avais pas dormi de la nuit et machin. C'est juste le miracle. Ça bossait vite, et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et tout se passe hyper bien, hyper bien. On fait les plans, et sur l'avant-dernier plan qu'on a tourné, qui est le contre-champ du visage de Sophia, donc sur sa mère et sur son... On tourne une prise, ce sont 2 non-acteurs, hein, parce qu'il y avait ça aussi. Sur la loi de l'emmerdement maximum, sur 65 acteurs, il y en avait 30 qui n'avaient jamais joué, que j'allais chercher dans la rue, enfin bon, je cherchais vraiment les emmerdes. Et on tourne ce truc-là. Cut, et j'entends du brouhaha derrière la caméra. Je me retourne, pour moi le plan était sublime, et je me dis putain, il s'est passé un truc. Céline avait mis un truc au-dessus de sa tête pour être bien dans son cocon, pour ne pas être parasité. Et je dis Céline, elle soulève le truc, elle pleurait. Elle était en larmes. Mais en larmes. Et moi, je lui dis, ça va? Et elle me dit, ça va, mais et là, je lui dis, mais bougre d'imbécile, je te demande pas si le plan, ça va. Je te demande si ça va, toi. Et elle me dit, ça va. Et puis, bon, on prépare le plan suivant. Il y avait un espèce de truc qui avait saisi tout le plateau, quoi, comme ça. On tourne le dernier truc, et puis Céline vient me voir et elle me dit, c'était le plan. J'ai pleuré pendant le plan. Elle me dit, tu te rends compte, 21 ans de carrière, c'est la première fois que je pleure sur un plan que je fais. Ben voilà. Par moments,
C'était le plan, pour moi, le plus important du film, avec ce maman comme ça, sur ce film très dur, très noir, très sombre. C'était le moment où je disais... tu vois, je viens de te dire que j'ai rien à dire, et là, bon, où le film dit... il n'y a qu'une seule solution, essayer de vivre. C'est ce que dit le truc. C'est le seul truc. Tenir le coup. Tenir le coup. Voilà, c'est ce que dit le plan. Entre autres choses. Par la grâce de cette toute jeune actrice miraculeuse-là, Sophia. Et ce matin-là, tout se conjugue, mais absolument tous les éléments, tout, pour que on aboutisse à ça. Voilà. Donc, ça c'est rare. Tu le vis de manière très très rare. J'ai vécu sur chaque film, sur chacun de mes 4 films, un événement de cet ordre. Et c'est peut-être là que j'ai compris que je faisais les films pour les gens qui les faisaient avec moi. Tout d'un coup, l'équipe est en train de me dire vas-y, 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 on est là, vas-y, 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 fonce, tu vois. Et là, tu te dis, toutes ces humiliations, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose, subies quand tu essayes de monter un film où tu as toujours 3 connards, ou 4, qui t'expliquent qu'il ne faut pas que tu écrives comme ça, qu'il ne faut pas que tu prépares comme ça, qu'il ne faut pas que tu castes comme ça. Tu n'imagines pas le nombre de gens qui m'ont dit « il ne faut pas prendre Laetitia Casta, par exemple ». Ah bon? Mais je vous encule. Je fais ce que je veux. Je sais qu'elle sera super. Moi, je veux tourner avec cette actrice et elle veut tourner ce film. Allez vous faire foutre. Et tout le temps, avec cette espèce de hauteur de vue comme ça, nous on sait, toi tu sais pas. Tout ça, ces petits moments-là, ces petits miracles, te disent juste un truc. Je vais encore essayer une fois. Je vais encore essayer d'en faire un. Parce que je ne sais absolument pas ce qui m'attend la prochaine fois, mais je suis sûr que quelque chose m'attend. Voilà. On parle très peu cinéma, là. Hein. Si. Mais j'ai l'impression que si, pourtant, si. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Non, mais c'est que... Bah, si... Ouais. Tout à l'heure, vous disiez que à chaque film, il s'agissait de comprendre quelque chose. Et je me demandais, dans Selon la police, qu'est-ce que vous aviez compris, vous cherchez à comprendre en l'écrivant? Ça fait un moment que je m'intéressais à la question de la police. En fait, je m'y intéresse depuis toujours, depuis tout petit. Et j'ai intérêt. Je l'ai expliqué tant et plus tout au long de cette soirée. Quand on appartient aux classes défavorisées, par la naissance, on a intérêt de s'intéresser de près à la question de la police. Je vous apprends rien. Et voilà. J'ai grandi, j'ai été brutalisé par eux quand j'étais enfant, une fois. Enfin, oui, j'avais 11 ans, mais je les ai affrontés dans des manifestations quand j'étais militant politique. Il y avait un truc. Je pouvais dire sous le coup de la colère, vous êtes des fachos, vous êtes des gros enculés, et je veux que vous mouriez tous. Quand c'était chaud dans une manifestation, c'était chaud. Mais à peine en étais-je sorti que je savais que je ne pensais pas à ce que je disais. Qu'il y avait un truc plus fort. Plus fort. Et que de la même manière que moi j'étais un rebut de la société,
moi et tous les gens comme moi, tous les gens des classes défavorisées, eux aussi, c'était des rebuts de la société. Et ils venaient en plus de la même classe sociale que moi. Donc je me suis dit, si j'essayais de leur donner un visage et un visage et un nom et des sentiments, qu'est-ce qui se produirait? Qu'est-ce que je comprendrais? Qu'est-ce que je verrais d'autre? Et voilà, ça a été le point de départ du film. Et j'ai compris, quand je l'ai fini, que par le truchement de ce corps social particulier que sont les flics, j'ai traité mon éternel sujet, qui est de quoi est fait l'amour, que nous nous portons les uns aux autres ou pas. Voilà, ou pas. Et j'ai essayé de l'examiner dans le film. Voilà. Voilà. Avec ce truc supplémentaire de me dire, je rends compte d'un état des lieux dans mon pays de naissance. Donc ici et maintenant, ici et aujourd'hui. Et le constat que je fais me fait terriblement peur. Voilà. Ce qu'on appelait autrefois les bavures policières, elles ne datent pas de Macron, hein. Elles ne datent pas de Darmanin, de Castaner ou de qui vous voulez. Elles ont toujours eu lieu. Mais, depuis 15 ans, moi j'ai senti que le fossé se creusait entre la population et la police. Et que moi-même, comme citoyen, j'avais peur quand un flic s'approchait de moi. Et je ne voyais pas très bien ce qu'il aurait eu à me reprocher. Je le dis souvent, j'ai même pas un PV en souffrance. Je ne conduis pas, donc j'ai jamais eu de voiture, j'ai pas le permis. Et le premier truc, c'est que je me dis, putain, qu'est-ce qu'il me veut? Ça, voilà. Je voulais comprendre ça, de quelle nature était ma peur. Et pourquoi j'avais peur. Et que si moi j'avais peur, c'était dangereux. Parce que, comme chacun sait, de la peur à la violence, l'espace est réduit. Voilà. Et que d'une certaine manière, avec ce film comme avec ceux qui avaient précédé, j'ai voulu regarder du côté, j'allais dire du côté de chez moi, comme du côté de chez Swann, du côté de chez moi, de là où je viens, de ces gens qui sont peu et mal représentés dans le cinéma français, en tout cas pas de manière satisfaisante pour moi. Je trouve toujours ça à la fois bêtifiant, réducteur et d'une sombre connerie. Et c'est normal. C'est normal. La raison est simple. C'est que les cinéastes, hommes ou femmes, issus du prolétariat sont très peu nombreux. Le cinéma, c'est un sport de riches. C'est tout. On peut nous compter sur les doigts d'une main. Enfin, voilà. Guiraudy, Achard, moi, je dois en oublier 2-3, mais on a Eustache, Truffaut même. Enfin, voilà. J'ai répondu à votre question. Alors, je voulais qu'on passe un extrait de film. Alors, soit on peut passer, parce que j'avais une question. Tu parlais de ces plans-là, tu parlais de ce plan qu'avait filmé Céline Boson. Et en même temps, tant au niveau de la violence qu'au niveau des sentiments, au niveau de l'émotion, évidemment qu'il y a une qualité de plan, mais il y a aussi évidemment une science du montage, de la durée des plans et de qu'est-ce que c'est l'étude là de ce contre-champ, à quel endroit
on met évidemment toujours le spectateur, ou est-ce que ça intervient dans la narration, mais il ne suffit pas juste de balancer de la musique pour voilà, tirer les larmes au spectateur. Ou pas seulement, quoi. Alors, avant tu m'avais fait choisir, dis-moi, je t'ai demandé de choisir un extrait, tu m'as Running on Empty de Sidney Lumet, une scène particulièrement émouvante, ou bien sinon on peut passer une scène de Selon la police, il y a la scène de ping-pong, la confrontation là, avec les jeunes, une scène peut-être un peu où il y a question de violence, ou en gros, Manfred, si j'interprète bien la pensée, tu me dirais que tu apprêtes bien ça pour aller directement à l'extrait où on peut passer les deux, mais je pense que ce serait deux exemples à ma question, c'est-à-dire une question de durée de plan, d'émotion, de comment est-ce qu'on fait naître un sentiment d'un plan, voilà. Oui, comme tu veux, j'ai l'impression que tu as plus envie de passer tout de suite avec l'extrait de Selon la police, non ? Non, pas spécialement. Non. C'était, je t'envoyais la balle. Non, mais tu vois, c'est bien ça parce que d'une certaine manière, ça résume beaucoup de choses voilà. qu'on a évoquées sur le plateau, être avec des acteurs, ce qu'on est capable de demander à des acteurs et le moment où il faut surtout rien leur demander et les laisser faire. Il y a un espèce de truc comme ça. Donc là, oui, voilà, c'est ça, justement, c'est présenter la scène et présenter cette scène dans le film. Donc le film s'appelle Running on Empty. À bout de course. Je sais jamais le titre français, de Sidney Lumet. C'est un des plus grands films de la création. Sans gâcher le plaisir de film, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire d'une famille de 4 personnes, les 2 parents et les 2 enfants, qui fuient à travers les États-Unis parce qu'ils sont poursuivis par le FBI. Parce qu'autrefois, les 2 parents étaient militants d'extrême gauche. Et un jour, ils ont fait péter une bombe dans un endroit et un homme... Une usine de napalm, ouais. Une usine de napalm, un homme le gardien qui était censé être rentré chez lui était là et il en est mort. Donc ils sont poursuivis comme ça. Non, pas mort, aveugle et paralysé. Oui, voilà, et paralysé. Ouais. C'est important parce que ça va être dit dans le voilà. Donc, et ils ont un réseau qui leur procure des nouveaux papiers, donne un peu d'argent, et évidemment ils sont coupés de leur famille. Le mari est coupé de sa famille parce que sinon il est arrêté. Et elle est coupée volontairement de sa famille parce que c'est une gosse de riche. Tous mes thèmes de prédilection sont là. Les riches, les pauvres, comment on peut s'aimer quand on est une fille riche et un garçon pauvre, ou une fille pauvre et un garçon riche. Enfin voilà. Son fils aîné, qui est joué par River Phoenix, elle lui a transmis son goût pour la musique. Et dans la fuite, il s'entraîne sur un clavier sans son de piano. Et au moment où, juste avant, ils se sont arrêtés dans une petite ville où les enfants se réinscrivent à chaque fois dans les écoles. Il s'est inscrit dans un lycée et le prof le fait passer au piano. Je résume très hâte. Et il découvre un véritable artiste. Donc il lui propose de faire Juilliard à ce garçon, qui en a très envie, mais ça veut dire qu'il doit quitter sa famille et que ses parents ne peuvent plus le protéger. Ils ne peuvent plus payer en plus. Et ils ne peuvent pas payer. Elle renoue donc par son réseau avec son père qu'elle n'a pas vu depuis 14 ans, et elle n'a qu'une seule question à lui poser, qu'une seule demande à lui faire. Papa, est-ce que tu es d'accord pour prendre mon fils chez toi? Voilà. Pendant l'extrait, tu sais où ça commence, t'as vu où ça s'arrête? Je vais aller fumer une clope. I asked Jonah to set this up. You can call the cops if you want to.
Look, I'm sorry. This is hard for me too. Oui, madame. Well, thank you. I wonder if you'll ever know what it's like not to see your child for 14 years. Dad. Not knowing whether she's living or dead. Not knowing whether that child is responsible for the death and mutilation of other human beings. Whether to hold yourself responsible for that death and mutilation. Whether it is your child who's pulling the triggers, setting the bombs. I didn't kill anybody. Look, I didn't come here to defend myself or to talk politics. If you don't believe by now that what I did is an act of conscience to stop the war, there's nothing I can say to you that's going to make you understand. The man was blinded and paralyzed. He wasn't supposed to be there. Don't you think there have been times that I would have blinded and paralyzed myself to take that back? It's all Arthur's influence. No, Dad, it isn't. It was my idea. I'm living with the consequences of my own choice. I don't believe it. Well, that's your problem. Your mother and me. You ever think about us? You really have to ask me. Yes. The last thing I remember you saying to me was that I was an imperialist pig, personally responsible for the war, the spread of poverty, racism. I was young. Yes. Yeah, you were young. And talented. And beautiful. So full of love. My God, Annie, why did you throw it all away? Your mother misses you terribly. And Danny. Will you take him, Dad? He wants to study music. He's good. They want him at Juilliard. Just like they wanted you. Still have that practice board. So far, Danny learned to play piano on it. So you taught him. There's some irony in this. Don't you think, Annie? Here you are, asking me to take Danny into a life that you ran from like a shot out of hell. This what he wants? I think so. Got himself an audition without telling me. He'll need money and people to care for him. I think this is too much to ask. Hardly know the boy. We take him. There'd be FBI agents following us everywhere we go. You'd never be able to see him. We're too old for this. Yeah. I think it's too much to ask. I have another son. He's 10. Harry. Heard about it on the news. I plan to turn myself in when he doesn't need me anymore. When he's old enough. And Arthur? I can't speak for him. Please think about this. Well, I should go. Annie. He can come to us.
please tell Mom that I love her. And I've thought about you both so often. I've called out to you. I'm sorry that I've caused you so much pain. I guess I'm about to see what it feels like. I love you, Dad. Voilà. Chose à dire. C'est du génie pur. Pourquoi j'ai voulu vous montrer la séquence? Le dispositif est vachement simple, champ contre champ de valeur. Il faut que chaque plan ne dure que ce qu'il doit durer, mais il doit durer tout ce qu'il doit durer. Quand on a deux acteurs comme Steven Hill et Christine Latty, je vous fiche mon billet que c'est un enfer de trouver le montage juste de ce film parce que tout est bon. Sur la direction de jeu, vous pouvez dire ce que vous voulez aux acteurs, ce que vous voulez. J'ai voulu vous le montrer en fait pour un seul plan, bien sûr, pour la perfection du jeu. J'avais encore les larmes aux yeux en le voyant. Je veux dire, j'ai vu ce film 25 fois et je le vois là, debout, dans la boutique, enfin bon, pas du tout dans les conditions, et à chaque fois. Ce sont deux acteurs merveilleux. Mais il y a plus que ça. J'ai voulu que vous le voyiez pour l'ultime plan de la séquence, quand Steven Hill a ce hockey comme ça. Cindy Lumet ne lui a certainement pas dit, et à la fin, tu as des hockey. Aucun réalisateur digne de ce nom n'oserait demander ça à un acteur. Il sait qu'à un moment, Steven Hill va faire un truc. Parce que c'est un immense acteur. Un truc qui n'est pas prévu, qui n'est pas écrit. Et Lumet, qui connaît son boulot, sera juste là pour le capter. Voilà, c'est ça que je voulais raconter. Et une dernière chose. Et après, si tu veux, on passe directement le truc. Il y a des gros plans. Moi, j'ai mis 3 films avant de faire des gros plans. Il n'y en avait pas dans le premier, il y en a un seul dans le deuxième, et il y en a, et je commence à y aller dans le troisième. Et maintenant, j'y vais beaucoup plus. Pourquoi ? J'ai horreur de ces cinéastes, et de prétendus cinéastes en tout cas, et de ces films où ça va de gros plans, machin, comme si... Moi, je vais au gros plan comme on va à Confesse. Le visage d'un acteur, c'est sacré. Tu y vas que quand il faut y aller. Parce que rien n'est plus beau que le visage d'un acteur ou d'une actrice. Et que tu n'as pas le droit de faire ça comme tu vas pisser. C'est immoral. C'est totalement immoral. Et là, si vous regardez bien, il y a 2 valeurs. À la fin, il fait durer le gros plan sur Christine Latty qui dit à maman que je l'aime, et elle se met à pleurer, tout ça. Et moi, je me dis, et lui. Et il y va juste. Et boum. Voilà, ça, c'est du montage. Ça, c'est du montage. C'est tout. Ce que j'avais à dire Et si vous ne l'avez pas vu, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est le film. On m'a dit, ton collaborateur m'a dit que c'était le film fétiche de la boutique. Non, mais c'est un film qu'on aime beaucoup, qu'on adore. Voilà, c'est un immense film. Qu'on aime beaucoup, ouais, Donc, si tu passes la séquence et on peut finir là-dessus, oui. Laquelle alors celle que tu disais. La confrontation de la confrontation Émile. Ah non. Ou Émile avec Sophia. Toi, ce que tu avais choisi, c'était... Il y en avait 2 qui me plaisaient, mais on peut montrer... c'est Ping Pong Sophia dans la fête foraine. Non. Alors, non. Alors, Émile et Sophia dans sa chambre. Si tu veux, mais moi... Tu pensais à laquelle? Dis-moi à laquelle tu pensais, toi. Moi, je croyais que c'était cette séquence.
là, comme tu m'as parlé de ping-pong, je me suis dit, ah non, en fait, il voulait montrer la séquence. Non, mais de ping-pong avec les jeunes, c'était ça. C'était le traitement de la violence. Comment tu fais monter cette violence-là. Ah. Non, mais on peut monter. C'est bien, je lui dis, enfin, moi j'ai vachement confiance en son jeune, je suis désolé, mais vas-y D'accord, sur, ok. sur ping-pong. D'accord, faisons ça. Ah oui, là, il ne s'agit pas d'amour. Hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'aime bien l'autre aussi. C'est ça que c'est là où je. Non, non, mais vas-y, vas-y. Pour Vas-y. rester sur le premier. Et en plus, pour la voir. Faut peut-être Bah, c'est. Ouais. que je constitue le film. Ouais. L'extrait. C'est encore avant. Il va sortir lui. Voilà, tu peux, juste après. Ah oui, il faut qu'il donne quand même. Ah oui, voilà. C'est vrai. Bon. Ok. C'est donc la film chorale, c'est l'histoire de 5 flics, plus ceux-ci, qu'on suit pendant 24 heures. Et à chaque fois, c'est pas un film choral où toutes les histoires s'interpénètrent. On recommence la journée au début de chaque prise de service de chaque flic. Voilà. Et lui, au début du film, brûle sa carte de police dans les chiottes, disparaît, tout le monde se met à le chercher. Et il traverse les histoires de tous les autres. À un moment, on est plutôt au début du film, il a besoin de s'aérer, il va dans un parc, il a croisé un petit garçon qui n'arrêtait pas de le regarder et qui était fasciné par son insigne. Il lui donne la nounou, lui redonne l'insigne au flic, et on comprend que pas de ça ici. Et il continue sa déambulation, ce flic, qui est joué par Patrick Dassoumsao, et on comprend que le petit s'est échappé et vient l'attendre à la sortie pour avoir la médaille. Donc voilà. Pauline, c'est ton pater. Il me disait c'est l'heure du déjeuner. Bon, je pensais monter quelques jours à Clermont. Bah, si ça vous dérange pas, toi et Sylvain. Je voudrais terminer les peintures, ça vous soulagera. Et si c'est pas le bon moment, bah, tu me dis. Ce sera pour une autre fois. Tu me dis, hein. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Le petit, il en peut pas, il a dit. T'es venu nous embrouiller dans notre square? T'es tout seul? C'est où les autres stars? Ramasse. Combien il fait tout ce qu'on lui dit? Tu sens pas le gun? Non, mon gars. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? T'es chiant avec la langue. Ah ouais. Allez, sors le gun, quoi, pour me faire plaisir. Mais la langue, ça le race. Non. T'as pas la trache? Non. Non. Mais il trouve, il est tout seul, il a pas la trache de nous. Sors le gun, merde. Mets la langue. Sors ton gun. Doucement. Mets la langue. Doucement. Sors ton gun. Non. Un kiss, un kiss, un kiss, un kiss, un kiss. Arrête, les gars, arrête.
faut qu'il s'engrasse. Bah, c'est pareil. Dispositif très simple. De champ contre champ. On arrive au gros plan quand il faut y arriver. Et Moi, je t'interromps, excuse-moi, mais je trouve que c'est une scène. Je trouvais cette scène intéressante dans la façon dont elle met en scène la violence, une violence assez extrême des corps et une confrontation et l'utilisation du gros plan, et en même temps, comment cette scène se résout par quelque chose, presque un acte de foi. Il y a quelque chose de presque un peu mystique dans le personnage de Ping-Pong, comme ça, qui décide comme ça d'accueillir presque la violence du monde et de se montrer nu, quoi, quelque part. Il y a quelque chose dans ces gestes et dans ce, je sais pas, je trouve ça assez intense et assez une violence presque proche de l'implosion. Et quelque chose en fait qui se résout et qui s'élève presque. Je sais pas comment elle a été écrite. Je pense qu'elle a été écrite peut-être dans ce sens-là, mais je sais pas. Oh, tu me prêtes beaucoup. Non, enfin, ça me touche sur, l'idée que Ping-Pong soit un personnage mystique. Pourquoi pas Quelqu'un m'a dit. Ping-Pong, dans le film, c'est le père de tous les autres. Oui. Voilà, donc alors, c'est ma façon de te répondre. Il est le père de tous les autres. La violence est quelque chose à quoi je pense tout le temps, que je vis tout le temps. Et ça fait rebondir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, tu as bien eu raison de me montrer cet extrait, Manfred. J'essayais de comprendre quelque chose de l'ordre de la violence du monde, la vraie violence. La vraie violence, c'est pas montrer des flingues qui sortent, ça c'est de l'action. Enfin, je sais pas comment dire. La violence, elle, de la même manière que dans l'extrait précédent, la douleur du père et de la fille affleure sur les visages. Là, la violence, elle affleure sur les visages. Il y a juste un contact. Et alors que ces deux têtes qui s'entrechoquent, c'est presque insoutenable en fait. C'est presque insoutenable. Et c'est comme si j'avais une intuition qu'il fallait en montrer le moins possible pour en dire le plus possible sur l'état du monde. Voilà. Et effectivement, cette espèce d'ours comme ça, un peu balourd, a quelque chose de... christique, quoi. Non, mais on sent qu'il rachète un peu, il y a un peu le rachat des péchés comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui est vraiment posé, incarné, et puis qui renvoie à l'autre sa propre violence. C'est-à-dire, je suis porteur de la violence, j'ai un flingue, j'ai un flic, j'ai le costume, mais ma force, c'est de décider de ne pas m'en servir, quoi. Il y a vraiment... Ça, mais en fait, tu as vachement raison. La police est l'institution détentrice de la force publique. Et comme telle, elle est armée. Donc, sortir une arme, ce n'est pas rien. C'est un acte fort qui se réfléchit. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Vous qui sortez vos flingues à tout va, réfléchissez, parce qu'il y a des gens qui meurent. Et lui, et c'est pour ça qu'il brûle sa carte de police au début, dit « Cette police-là, j'en veux plus. Je sortirai pas mon flingue. » Et aussi, poussé qu'il soit dans ses retranchements par les 4 loulous, donc je vous précise que c'est évidemment 5 non-acteurs. Ils sont bons. Ouais. Je suis allé les chercher là où ils vivaient, et j'ai flashé sur Amel qui joue le leader, cette espèce de nounours. Et en plus, ça me plaisait
Le cinéma, c'est que ça, en fait. C'est mettre des corps dans l'espace et voir ce que ça produit. Et voir ce que ça produit. Et j'ai immédiatement pensé, en voyant Amael, je me suis dit, putain, ce nounours-là, face à l'autre ours, ça va produire des étincelles. Et voilà. Il y a une vraie différence de taille entre les deux, parce qu'on a l'impression qu'il est clairement plus grand, quoi. Oui. Patrick n'est pas très grand, ouais. et c'est drôle ce que tu dis, parce que j'y ai immédiatement pensé. Je me suis dit, putain, ça va être beau, et en plus, ça sera facile pour Amael, pour DOT Patrick. Mais voilà, dans cette séquence, je voulais dire, réfléchissons à ce que nous sommes tous, nous, comme flics et comme citoyens, parce qu'il peut arriver ça. Ping-pong a le cul sauvé par la patrouille de vigile qui passe. Et on parlait de... Moi, j'ai pas demandé. Quand je lui ai dit à un moment, je lui ai juste dit, et il me dit, une fois, qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai dit, bah, tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'une fois que tu es retourné comme ça, tu te retournes, tu es passé près de la catastrophe, et je voudrais juste que tu vives ce moment. Il me dit, ouais. Et il fait ça, cette espèce de truc incroyable, où le spectateur, j'ai vu des spectateurs me dire, par exemple, putain, il a eu peur. Ouais, il a eu peur. Ou il est soulagé, il n'a pas eu à... Enfin, il y a une infinité de sentiments très subtils qui passent sur son visage. Et pour rebondir, et on peut peut-être finir là-dessus, sur ce que tu as dit dans ton intervention, tu as dit, il est nu. Eh bien, comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là, juste après qu'il se déleste de son flingue. Il se dépouille de tous ses oripeaux de flic. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il aura à être flic une dernière fois. Une dernière fois. Au moment où il s'y attend le moins. Et là encore, ça procède d'une décision. Je le fais parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Voilà. Oui, il y a quelque chose d'un peu sacrificiel. Voilà, il y a une espèce de truc comme ça. Voilà. Mais oui, à partir de ce moment-là, il entame ce mouvement où il se dépouille totalement. Et d'ailleurs, je n'arrêtais pas de dire, je disais souvent, quand on se revoyait pour les scènes qui suivaient avec Patrick, je lui disais, à partir de ce moment-là, t'es bien. Et voilà, il a joué vachement, il s'est dépouillé et libéré quelque chose à ce moment-là. Délesté, il y avait une sérénité. Voilà. On s'arrête là, Frédéric? Oui. Je te remercie énormément. Merci.